tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous parler de mes 5 derniers livres lus. Je commencerai d'abord par vous donner mon avis sur le tome 2 de la trilogie Les Sœurs Carmine. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé du premier tome de la série Les Entremondes. Je vous parlerai ensuite du livre Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Puis je vous donnerai mon avis sur la première partie du tome 4 de la série Red Rising. Et pour terminer, je vous dirai ce que j'ai pensé du livre X. Je commence cette update lecture avec un coup de cœur et avec une lecture qui commence à remonter un petit peu puisque j'ai lu ce livre début octobre. Donc il s'agit du tome 2 de la trilogie Les Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holzel et sorti aux éditions Naos. J'ai lu le premier tome l'année dernière, ça avait été un bon moment de lecture qui avait valu à ce livre la note de 4 sur 5 de mémoire. Et ce livre, je vous l'avais laissé potentiellement me le choisir dans ma pile à lire participative automnale. Les sœurs Carmine sont au nombre de 3, vous l'aurez compris, on a un tome par sœur. Et ce tome-là va porter sur la sœur aînée qui s'appelle Tristabel. L'histoire se passe à Grisaille, c'est une cité gothique où la mort est un peu plus courante que la vie et où voilà, il y a des dangers qui attendent tout un chacun à chaque coin de rue. Tristabel dans ce livre souhaite aller à un bal où elle n'est pas conviée dans le but de proposer ses services à la reine en tant que dame de compagnie. Alors Tristabel, c'est une héroïne qui m'a beaucoup plus amusée que Mériver, que j'avais trouvé un petit peu déprimante. Là, Tristabel, elle est vraiment très drôle et j'ai adoré la narration puisque on est dans sa tête et elle a intimement conscience de notre présence à l'intérieur d'elle et il va y avoir pas mal d'interjections comme ça où elle nous apostrophe nous lecteurs et j'ai trouvé ça franchement très drôle. Tristabel, c'est un drôle d'oiseau, elle est exécrable, disons-le franchement, elle parle d'une voix très affectée avec beaucoup de manières, elle est imbue d'elle-même, elle est très voilà égocentrique. Donc vous l'aurez compris, c'est franchement pas une héroïne qu'on pourrait à première vue prendre plaisir à suivre et pourtant l'auteur nous la présente d'une manière tellement désopilante qu'en fait on ne peut que l'apprécier. J'ai retrouvé avec grand plaisir les autres personnages. Quant à l'intrigue, je l'ai trouvée tout aussi bien amenée et tout aussi intéressante que celle qui nous avait été présentée dans le premier tome et je pense même que j'ai été davantage prise au jeu par cette intrigue que par la précédente. En tout cas, Grisaille, c'est vraiment un terrain de jeu propice à n'importe quel type d'histoire. On a une ambiance assez sombre, un petit peu victorienne, un petit peu à la sauce Tim Burton. Pour moi, Les Sœurs Carmine, c'est vraiment un petit bijou de la littérature parce que ce sont des histoires qui ne ressemblent vraiment à aucune autre, qui possèdent une empreinte vraiment marquée et puis encore une fois, suivre une héroïne aussi sournoise, ben ça a quelque chose d'assez addictif, je dois dire. Donc pour toutes ces raisons, cette lecture m'a valu un très beau coup de cœur. J'ai ensuite lu L'Hôtel Invisible qui est le premier tome de la nouvelle série Les Entremondes publiée chez Lumen. C'est écrit par Sean Hesley et il me semble que l'auteur sera présent au Salon de Montreuil si je ne m'abuse et si ça vous intéresse. En ce qui me concerne, j'ai lu cette histoire, je lui ai mis la note de 4 sur 5, je l'ai donc beaucoup aimée. On est dans un récit fantastique pour la jeunesse où on découvre nos héros qui s'appellent Cameron et Cassia. Ils sont jumeaux et leur père a disparu lorsqu'ils étaient tout petits. Depuis, ils se font élever par leur grand-mère, ils vivent chez elle. Et un jour que Cameron rentre de l'école, il va découvrir à travers une vitrine un hôtel qui n'y était pas la veille encore. Derrière chaque porte se cache une destination différente, un pays différent. Et dans cet endroit si particulier, il semblerait qu'il puisse découvrir des réponses à toutes les questions qu'il se pose concernant la disparition de son père. Et il va donc choisir d'y rester un petit moment, le temps d'élucider ce mystère. Alors inutile de vous préciser que le gros point fort de cette histoire c'est ce fameux hôtel imaginé par l'auteur. C'est un endroit absolument incroyable, l'auteur a imaginé une multitude de détails pour agrémenter ce lieu et pour le rendre encore plus intéressant aux yeux des lecteurs et je peux vous avouer que je l'ai découvert absolument subjugué avec de véritables yeux d'enfant.
J'ai apprécié découvrir et suivre Cameron, c'est un garçon attachant et volontaire qui attache beaucoup d'importance à la quête de la vérité et cette soif d'aventure, cette soif de connaissance l'emporte sur le côté un peu plus craintif de sa personnalité. Après, ce que j'ai moins apprécié chez lui, c'est qu'il a tendance à accorder sa confiance un petit peu à tort et à travers et surtout à mauvais escient. Il a du mal à déterminer qui sont les gentils et qui sont les méchants, car clairement on a deux groupes bien distincts dans cette histoire et même nous lecteurs on oscille un petit peu entre méfiance et volonté de faire confiance. Pour un roman jeunesse, j'ai trouvé que l'intrigue était assez complexe et mature, donc j'ai vraiment été enchantée par cette lecture que j'ai trouvée assez insolite en ce qui concerne le caractère fantastique. J'avais encore jamais eu l'occasion de croiser ce type de scénario là, donc j'ai vraiment été ravie de découvrir cette histoire et je le répète, ça a été un très beau 4 sur 5. Ma lecture de l'Hôtel Invisible, ça a été ma toute dernière lecture avant d'accoucher, mais j'avais prévu le coup puisque j'avais glissé un livre de poche dans ma valise de maternité. J'avais glissé ce livre, donc le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, sorti aux éditions 10-18 et écrit à quatre mains par Marianne Schaeffer et Annie Burroughs. C'est un livre que je possède depuis pas si longtemps que ça, mais que j'ai glissé dans ma pile à lire de congé maternité parce que je désespérais un petit peu de réussir à le sortir de ma bibliothèque. Je suis donc ravie d'avoir eu l'occasion de le lire. J'avoue que j'ai été très longue à sauter le pas parce que ça fait des années que ce livre est sorti. Il est d'ailleurs sorti au cinéma fin juin il me semble. Pourquoi j'ai été si longue à me le procurer alors que ça a été un coup de cœur pour énormément de lecteurs et de lectrices? Tout simplement parce que c'est un livre qui a la particularité d'être du genre épistolaire, donc on n'a qu'une succession d'échanges de lettres dans ce livre et c'est franchement pas le genre de littérature que je préfère, hein. Moi les échanges de lettres, c'est pas trop mon truc sur le papier. Je me suis quand même laissée tenter et franchement, heureusement j'ai bien fait puisque j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'est un livre qui se déroule en 1946, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément entre janvier et septembre. On va découvrir Juliette qui est une auteure anglaise en manque d'inspiration pour écrire son nouveau roman. Un jour, elle va recevoir de manière assez inopinée une lettre provenant d'un habitant de l'île de Guernesey et de fil en aiguille, ils vont entamer une correspondance et cette correspondance va l'amener à trouver l'inspiration nécessaire pour écrire son nouveau roman. C'est passé une bonne soixantaine de pages avant que je commence à trouver ce livre véritablement plaisant et que je me sente investie par l'histoire. Il faut dire que la fatigue post-accouchement n'a pas forcément aidé à accélérer les choses. Mais finalement, ce genre épistolaire m'a bien plu parce que lorsque j'étais à la maternité, j'étais interrompue toutes les 2 secondes dans ce que je faisais par les visites de mes proches, par les visites des sages-femmes, des médecins, etc. Surtout vu les complications post-accouchement que j'ai pu avoir qui ont été assez dures. C'est un euphémisme de dire ça, mais voilà, on va dire dur. Et ben finalement le fait d'avoir des très courtes lettres comme ça me permettait de m'arrêter facilement au cours de ma lecture. On a une histoire qui est bourrée de bons sentiments et qui prône l'amour des livres et de la littérature dans sa globalité. J'ai trouvé ça vraiment satisfaisant, cette idée que la lecture est un moyen d'évasion. Ce que j'ai trouvé brillant dans cette histoire et vraiment plaisant, c'est que les lettres reflètent à merveille la personnalité et l'état d'esprit des personnes qui les écrivent. Donc on a certaines lettres qui vont être bourrées d'humour, décalées, un petit peu loufoques, voilà, complètement déjantées, même pour certaines. Et d'autres qui au contraire vont s'avérer véritablement bouleversantes en indiquant un témoignage poignant de ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a des différences de tonalité comme ça que j'ai trouvé vraiment bien amenées. Et puis qui permettent aussi de ne pas se lasser. Bon, et ajouter à ça des personnages atypiques et vraiment inoubliables. Et vous comprendrez sans problème que j'ai fini par être conquise par cette lecture, même si ça ne s'est pas fait tout de suite, même si ça a mis un peu de temps. Voilà, c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Je suis heureuse de m'être mis un coup de pied au derrière pour sortir ce livre de ma palle. Je vous parle ensuite de la première partie du tome 4 de la série Red Rising écrit par
Pierce Brown et qui m'a été envoyé par les éditions Hachette. Alors il faut savoir que en anglais ce livre est complet, hein, il n'a pas été divisé en 2 tomes, mais que les éditions Hachette ont fait le choix d'en faire une partie 1 et une partie 2. On est dans un récit de science-fiction pour lequel j'ai eu l'occasion de lire le premier tome l'année dernière et j'ai ensuite lu très récemment les tomes 2 et 3, sachant que j'ai d'ailleurs eu un coup de cœur pour le tome 2. Mais globalement voilà, ça a été systématiquement de très bonnes lectures. Je vais pas revenir en détail sur l'histoire pour ne rien vous spoiler. Dans cette série on a une première trilogie, c'est-à-dire que à la fin du tome 3 l'histoire est résolue, on a une véritable fin et l'intrigue aurait très bien pu s'arrêter là. J'avais d'ailleurs été très satisfaite par cette fin et personnellement pour moi c'est vraiment une histoire qui peut se suffire à elle-même comme ça, mais l'auteur a fait le choix de poursuivre son histoire et c'est pourquoi on a un tome 4 qui se passe 10 ans après les événements développés dans la première trilogie. Donc on a un héros que l'on retrouve qui est plus mature qu'auparavant, mais on se rend compte que la guerre est toujours d'actualité. On va découvrir dans ce tome-ci 3 nouveaux personnages et d'ailleurs la petite nouveauté, la petite particularité de ce tome, c'est que l'on arrête de suivre Darrow avec un point de vue unique. Désormais on a une alternance de points de vue. Alors j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre, j'ai passé un bon moment, mais il y a certaines petites choses qui m'ont un petit peu chagrinée dans le sens où l'écriture, ok, elle est toujours aussi satisfaisante que d'habitude, mais elle m'a moins prise aux tripes. Je me suis sentie un petit peu moins investie par cette histoire. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle sent le réchauffer, mais clairement, il n'y a plus l'espèce de petite jouissance de la nouveauté. Après c'est un petit peu difficile pour moi de vous parler de ce tome, ou plutôt de vous parler de cette première partie sans avoir lu la seconde. Je suis persuadée que la deuxième partie par exemple ne va faire que monter crescendo au niveau de l'adrénaline et au niveau du caractère addictif de l'histoire. Je vais vous dire, mis à part que finalement oui c'était bien, mais j'attends la suite, j'attends la partie 2 pour pouvoir me prononcer vraiment pleinement sur ce tome dans sa globalité. Et il me reste un dernier livre avant de vous laisser, je vais donc vous parler de Ex, sorti aux éditions Brajlon, écrit par Thomas Oldevelt. Je ne sais pas si je prononce bien ce nom de famille assez compliqué, mais enfin voilà. Ce livre était présent dans ma pile à lire participative automnale, vous l'avez choisi vraiment de manière assez massive. Hein. C'est un récit horrifique, ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de lire. Hein. Moi les récits qui font peur, j'ai tendance à pas trop en acheter. Mais je sais pas, entre la couverture et le résumé très alléchant, j'ai même pas tenté d'attendre une sortie poche aux éditions Milady. Je me le suis d'office procuré en grand format aux éditions Brajlon. Nous sommes dans une ville qui s'appelle Black Spring et qui est hantée par une sorcière qui a les yeux et la bouche cousus. Cette sorcière apparaît au gré de ses envies dans les habitations, aussi bien que dans les commerces ou dans les rues de la ville. Tant et si bien qu'elle fait un petit peu partie du paysage. Hein. Les habitants ont clairement l'habitude d'évoluer à ses côtés, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'inquiéter de sa présence puisque elle risque tout simplement de causer la mort d'absolument tout le monde. D'ailleurs, elle a maudit la ville de sorte que personne ne peut s'absenter trop longtemps en dehors de Black Spring sans être atteint de pulsions suicidaires. Donc il y a tout un nombre de règles qui régissent la vie en communauté avec cette fameuse sorcière, notamment le fait que personne n'a le droit d'interagir avec elle ou de chercher à lui faire du mal. Il y a même tout un réseau de caméras surveillance qui quadrillent la ville dans le but de savoir en temps réel où se situe la sorcière. Autant les adultes se conforment sans problème à toutes ces règles, autant les adolescents, eux, ont de plus en plus de mal à s'y soumettre. Alors j'ai mis la note de 2,5 sur 5 à ce livre. Je suis un peu déçue d'être déçue, c'est bête à dire, mais pourtant c'était tellement bien parti, je m'attendais à être prise au trip, je m'attendais à être super angoissée et en réalité c'est pas une lecture qui fait vraiment peur. Par contre il y a quelque chose de très bien et qu'on ne peut pas enlever à cette histoire, c'est qu'il y a une ambiance particulièrement glauque, particulièrement lugubre, voire même parfois limite malsaine. Notamment à cause de la sorcière et sa présence en ville, mais aussi à cause de l'instabilité des habitants
temps et même à plusieurs moments dans ma lecture je me suis demandé qui était le plus à craindre entre la sorcière et les habitants, donc c'est pour vous dire. En soi l'histoire je l'ai trouvée super originale. L'écriture est d'ailleurs immersive, mais pourquoi est-ce que j'ai été déçue? C'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. Et puis en ce qui concerne les personnages, là aussi j'ai été déçue, c'est-à-dire que il y en a absolument aucun qui a réussi à me convaincre. Au début du livre je me suis attachée à quelques personnages et puis plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Ils ont tous été pervertis par la peur, ils adoptent tous un comportement assez irréfléchi et déraisonné. Du coup j'ai été vraiment très déçue par les personnages et tout ça mis bout à bout, ça a fait que lorsque j'ai refermé ce livre je me suis dit non finalement c'est un peu une déception, je l'ai trouvé que très moyen, ce qui fait que j'ai mis la note de 2,5 sur 5 à cette histoire. Et c'est avec cet avis en demi-teinte que je termine déjà cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu vous donner quelques idées de lecture. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!